Prendre son baluchon, partir sur les routes, les fleuves, les mers. Figurez-vous que ce sont les Romains qui ont jeté les bases de ces grands itinéraires qui traversent encore aujourd'hui notre territoire. Avec les voyageurs en Gaule romaine, c'est une nouvelle société de communication qui voit le jour. Sur les pas du voyageur gallo-romain, direction le sud-ouest. Imaginez, ici à l'Antiquité, il y avait une route. Elle reliait Bordeaux à Arles en passant par Toulouse. Elle faisait partie d'un grand réseau routier pensé par les Romains. Un archéologue en a retrouvé des vestiges au beau milieu d'un champ. Alors c'est ici que se trouvait la voie romaine? Oui, absolument. Un tronçon révélé par la fouille et qui est dans un très bon état de conservation. Alors moi je suis très étonnée parce que j'avais dans l'idée une image comme ça d'une voie romaine avec des dalles, avec des pavés. C'est pas le cas ici? Il y a des routes d'allées romaines en Italie, dans les villes et pour certains passages difficiles. Mais les routes qui sillonnent les campagnes sont des routes simplement empierrées comme celles que vous avez sous les yeux. Comment est-elle faite cette route? Vous pouvez me montrer quel était le matériau utilisé? Oui, pour... on peut voir en particulier ici. Hein, vous voyez, c'est du calcaire, ce sont des fragments, des éclats de calcaire qui sont soigneusement disposés de façon à rendre la surface de circulation parfaitement carrossable. Hein. Oui, là on est vraiment sur une partie plane sur laquelle on pouvait parfaitement rouler. Parfaitement rouler, absolument. Sans trop d'à-coups, petit peu quand même. Sans trop d'à-coups, ouais. Hein, vous voyez quand même, vous circulez avec ça, même en vélo. Vous allez être peu remué finalement. Il y avait des vélos à l'époque? Non. Cette route était visiblement très fréquentée. Les fouilles montrent en effet qu'elle a été restaurée plusieurs fois. Ici, hein, vous avez ces alignements de grosses pierres calcaires. Vous avez cette chaussée qui est limitée par cette bordure. Et sous cette chaussée, vous voyez qu'on a une autre chaussée suffisamment détériorée pour qu'on décide de la refaire. Des vestiges de voies gallo-romaines, les archéologues en ont découvert partout en France. Ces voies constituaient un grand réseau qui a permis aux Romains de contrôler la Gaule. Il existait déjà des routes gauloises qui ont favorisé leur pénétration rapide lors de la conquête. Les Romains aménagent ces routes et en construisent de nouvelles. C'est de Lyon, la capitale des Gaules, que rayonnent les principaux axes. L'un vers la Méditerranée, l'autre vers l'ouest jusqu'à Saintes, et le troisième vers le nord et le Rhin. Ce réseau principal s'est ensuite étoffé de routes secondaires. Et pour rouler sur ces voies, les Gallo-Romains, qui étaient de très bons fabricants de chars, disposent d'un parc de véhicules variés. Regardez cette voiture. C'est une raeda, une voiture luxueuse, fermée, où les voyageurs sont bien protégés. Elle est équipée de suspensions et d'un avant-train mobile qui permet de prendre les virages en douceur. Il y a aussi le carus, dont le nom d'origine gauloise est passé au latin et nous a donné le mot char. Et pour les plus pressés, le cisium, une voiture légère à 2 roues. Avec tous ces véhicules, le trafic pouvait être dense. Sans employer le terme d'embouteillage, mais on évoque justement des voies très encombrées en tout cas. On va trouver toute une population qui circule, depuis les employés de l'Empire, les releveurs d'impôts, les militaires, les commerçants, les voyageurs, les agriculteurs qui amènent leurs troupeaux dans les grands marchés au cœur des capitales de cité. Donc on a toute une population multiple qui va utiliser ce réseau, bien évidemment. Se déplacer devient alors beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus rapide. On peut parcourir jusqu'à 75 km par jour. Les trajets se font par étapes, car les voyageurs peuvent s'arrêter dans des relais routiers, installés tous les 12 km environ. C'est justement l'un de ces relais que les archéologues ont découvert, à quelques mètres de la chaussée. Il faut imaginer qu'il y avait la route et que se dressait ici un bâtiment, voilà, vous avez dans ici... lequel on rentrait pour faire une halte, quoi. Absolument. Ça, On faisait étape ici. Ouais. Et une découverte très importante que nous avons faite dans cette cour, c'est la mise au jour de cette base maçonnée. Hein. Alors précisément, il y en a
4, hein, on en a une autre ici, une ici et une ici. Pourquoi sont-elles si importantes pour nous? Elles nous permettent de savoir qu'une partie de cette cour était couverte. Et d'autre part, il faut aussi imaginer, même si nous ne l'avons pas trouvé, la présence d'une forge, hein, et peut-être d'un maréchal ferrant, d'un charron pour les véhicules, en tout cas d'une forge pour réparer à la fois les véhicules, mais aussi pour ferrer les animaux. Donc là où aujourd'hui on met de l'essence dans nos voitures, à l'époque on abreuvait, on nourrissait les animaux, voilà, et on réparait éventuellement. Et on réparait de façon à reprendre la route par la suite. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir à la fois cette route et aussi comme on l'appelle, un relais routier? Voilà, on le cherche depuis déjà longtemps, mais il a été découvert récemment parce qu'il est mentionné dans une relation de voyage. Un pèlerin qui part de Bordeaux, qui sera à Jérusalem et qui mentionne les différentes étapes de son parcours. C'est ainsi qu'on savait que ce relais existait. Il porte le nom de Vanessia. Vanessia est le nom latin et l'étymon latin de la rivière qui coule ici, qui s'appelle la Baïse. Hein, que vous avez ici. C'est la ligne, au-delà de la ligne d'arbres. Ça nous a donné une aire de recherche pour le retrouver assez limitée. Un peu plus loin, les archéologues ont même réussi à identifier la fonction de certaines pièces de ce relais. On rentre dans les bâtiments pour les hommes, c'est ça? Oui, absolument. En particulier ici, dans cette pièce, hein, dont on comprend désormais la vocation, puisque nous avons ici un foyer et une pierre ici percée d'un trou qui correspond à une meule. Hein, c'est-à-dire qu'on transformait le grain en farine et on a découvert également un grand nombre de monnaies. Alors ça, c'est quoi ces monnaies? Donc c'est la monnaie, certainement pour acheter le couvert, hein, ici dans le relais. On a donc ici, je vous laisse deviner. Une cuisine ou un restaurant? C'est parfait. Un self-service. Un self-service, voilà. Derrière cette cuisine, un ensemble complet de thermes, avec ses salles chaudes et ses bassins, permettait aux voyageurs de se délasser. La fouille a également révélé 2 pièces au décor particulièrement soigné. Peut-être des salles de réception. Vous avez ici des petits motifs composés de tesselles blanches et noires, hein, qui forment des carrés ou des petites fleurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans n'importe quel relais routier, on est dans un relais routier important avec un certain prestige. Qui a une importance stratégique, politique? Alors voilà, hein, c'est une question qui se pose ici, une question fondamentale. La question étant de savoir si ce relais, comme bien des relais, faisait partie des infrastructures de ce qu'on appelle le cursus publicus, à la poste impériale. C'est fondamental pour le centre du pouvoir, Rome, de faire parvenir des nouvelles, d'avoir des messagers qui s'informent aussi sur ce qui se passe dans les provinces, hein, et font revenir l'information à Rome. Hein, c'est donc un outil politique. Ça explique la construction de ces routes que nous avons vues, ces routes parfaitement construites, carrossables en toute saison. Ces routes n'étaient pas les seules voies de circulation à l'époque gallo-romaine. Le voyageur pouvait en effet profiter d'un autre réseau de communication performant, le réseau fluvial. Car les fleuves, en Gaule, sont un peu les autoroutes de l'Antiquité. Sur les pas du voyageur, je pars maintenant en Picardie. La Somme, un fleuve aujourd'hui parcouru par quelques rares bateaux de plaisance. Mais à l'époque antique, le trafic était intense. Des centaines de tonnes de marchandises étaient transportées sur de nombreux bateaux. Les archéologues en ont retrouvé des vestiges en fouille, des découvertes qui ont permis de reconstituer l'une de ces embarcations antiques. Alors je pars en croisière sur la Somme et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos. Bonjour. Bonjour. Alors le voilà, ce fameux bateau gallo-romain. Voilà le chaland gallo-romain.
Et quelle est la particularité je dirais, architecturale de ce bateau? En quoi est-ce qu'il est adapté à la Somme notamment La particularité, c'est un fond plat, complètement plat, ce qu'on appelle la sole, composé de plusieurs planches assemblées. C'est une sorte de coude qu'on appelle les membrures. Et cette particularité permet au bateau d'avoir un tirant d'eau très faible, c'est-à-dire qu'il s'enfonce très peu dans l'eau, ce qui fait qu'on peut passer sur des hauts fonds finalement. Il y a très peu de risque d'échouage. Alors, donc ça c'est vraiment c'est un bateau qui est adapté à l'endroit où il navigue. Il est adapté au milieu dans lequel il évolue. Ici, c'est un bateau qui fait 12 mètres de long, un peu moins de 3 mètres de large. Par exemple, sur le Rhône, on a des bateaux qui font 30 mètres, puisque évidemment ils sont adaptés au milieu où ils vont évoluer. Les archéologues ont pu reconstituer ce chaland grâce au dossier de fouilles d'une épave trouvée il y a 200 ans et aux recherches archéologiques récentes. Car le Rhône a justement livré récemment une découverte archéologique majeure dans ce qui fut le port antique d'Arles. Enfoui sous une épaisse couche de sédiments, l'épave du chaland baptisée Arles-Rhône III était bien protégée pour traverser les siècles. Après plusieurs campagnes de fouilles, le chaland est sorti de l'eau en 2011 pour être étudié et restauré. Il a été retrouvé avec sa cargaison, une vingtaine de tonnes de calcaire, peut-être destinées au chantier d'Arles, qui en était dépourvu. Retour sur la Somme. Me voici parti pour une navigation expérimentale à la manière des équipages d'il y a 2000 ans. Donc c'était des bateaux qui étaient tractés par la force humaine, pas par des animaux. Alors on a une équipe qui tire le bateau, ce qu'on appelle les haleurs. La traction animale est a priori peu utilisée, voire pas du tout. Il faut bien voir les difficultés par exemple qu'on a ici. La végétation est un écueil très important. Il vaut mieux avoir des hommes qui sont eux plus mobiles et peuvent s'adapter à des difficultés. Un cheval, il peut tirer que si c'est complètement dégagé sans aucun souci. L'expérimentation a montré que 2 hommes suffisaient pour tracter une dizaine de tonnes de marchandises. Alors qu'est-ce qu'on transportait sur ces bateaux, essentiellement? Alors, c'est surtout, a priori, des charges lourdes. Donc on va avoir de la pierre. On connaît les épaves qui ont coulé avec leur chargement. Donc l'agglomération d'Amiens est une agglomération importante où on a beaucoup de constructions en dur, avec notamment théâtre, il y a des villas autour. Donc on peut imaginer que ces matériaux, on a des carrières de pierre qui sont bien connues, étaient chargés dans ce genre de bateau et puis ensuite allaient être emmenés jusqu'à Amiens. C'était véritablement des autoroutes commerciales, les fleuves à l'époque. Des autoroutes qui permettent vraiment de desservir les grandes agglomérations et puis à partir des petits réseaux secondaires, aller jusqu'à la moindre petite agglomération, le petit village, le petit hameau, la villa, qui allait comme ça pouvoir être desservie très facilement. Le long des voies navigables, de grandes agglomérations vont donc se construire sur le modèle de Rome. Leurs ports se développent avec leurs entrepôts de stockage, leurs quais de chargement et de déchargement. L'activité y est intense. Lyon, Bordeaux, Paris, Nantes, Arles, certaines des plus importantes villes de l'époque se développent alors. Lyon, évidemment, la capitale des Gaules, a un port très important. On mentionne dans l'Antiquité la présence de dizaines de langues qui sont parlées dans le port. Tout le réseau des fleuves en Gaule joue un rôle fondamental dans l'économie, dans la circulation des marchandises. Le Rhône, la Saône, la Loire, la Seine, qui sont des fleuves qui viennent quasiment, pratiquement, traverser le territoire de part en part. Certaines voies ne servent qu'à passer d'une rivière à l'autre. On utilise véritablement le réseau fluvial comme une sorte de toile d'araignée. Et on pourrait même parfois se demander si le réseau routier ne s'inscrit pas plutôt en complément du réseau fluvial. Sur la Somme, l'expérimentation des archéologues se poursuit. Direction maintenant l'arrière du bateau, pour comprendre comment il est dirigé.
Alors ça, c'est la réplique, la reproduction exacte d'un gouvernail qui avait été trouvé il y a quelques années et que l'on a adapté pour notre bateau. Parce que ce bateau-là, donc, lors de sa découverte, a priori, ils n'ont pas retrouvé de gouvernail. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation archéologique. Est-ce que tout est au point sur ce bateau? Justement, ce gouvernail, tout ça, est-ce que tout fonctionne bien? Ou est-ce que vous êtes encore en train de chercher, d'essayer Alors, en fait, ça fonctionne correctement, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. On se rend compte que dans les méandres, on a quand même beaucoup de mal à diriger le bateau de manière fine, et on est souvent un peu projeté sur la berge. Vous voulez essayer? Allez. Allez, Je veux pas mettre tout le monde à l'eau non plus. Je veux pas vous faire à peu près droit. courir des Alors, risques. faut bien la tenir. Il vaut mieux une ligne droite quand même. Fermement. Donc là, si. Alors des Ah petits oui, là, mouvements. non, c'est pas dans le bon côté. De l'autre côté, De l'autre un peu côté. plus fort. C'est agréable, hein? C'est moins agréable pour les Oui, gens c'est qui vrai qu'il y a tirent le des bateau. hommes qui tirent On quand est même. à il la faut. meilleure place. Mais d'ailleurs, je vais peut-être essayer aussi. Eh ben, allons-y. Oula, oui. Ouh. Yann, il faut que tu laisses la corde tendue. Ah, je fais pas ça tous les jours, hein. C'est pas la peine de m'embaucher. C'est là qu'on... Et quand le voyageur marche le long des fleuves, il parvient à la mer. Et par la mer vont arriver de nouvelles denrées, mais aussi de nouvelles idées qui vont tout changer. Je suis à présent les pas du voyageur gallo-romain jusqu'à la Méditerranée. Narbonne. Ou plus exactement, sa lagune. Ici, on peut profiter du calme et de la beauté des lieux. Et pourtant, à l'époque gallo-romaine, c'est une toute autre histoire qui s'écrit. Au beau milieu de ces anciens marécages, les archéologues ont en effet découvert les traces de l'un des ports les plus importants de la Méditerranée d'alors. Je suis très surprise parce que je pensais découvrir un port, donc voir de l'eau. Or, je ne vois qu'un grand champ plein d'herbes. Comment ça se fait? Il faut que vous imaginez qu'à l'époque romaine, vous aviez de l'eau partout autour de vous. C'est un des ports les plus importants de Méditerranée. Alors justement, pendant des années, on a parlé de ce port antique de Narbonne parce que les textes antiques nous en parlent. En fait, on avait un décalage entre les données archéologiques et cette réputation. Et en fait, c'était tout simplement parce qu'effectivement, ce port était enfoui sous des mètres cubes de sédiments et c'est ce que nous sommes en train de mettre en évidence. Pour vous, archéologue, quelle est l'importance de cette découverte, le fait de découvrir ce port? C'est important, j'imagine? Ah oui, c'est extrêmement important, tout simplement parce que ça remet effectivement Narbonne dans son contexte de l'Antiquité. C'est vraiment, on parle de la fille de Rome. On est dans un endroit stratégique puisqu'on est effectivement au carrefour d'axes à la fois terrestres et fluviaux. C'est-à-dire qu'on est au croisement de la voie domitienne qui relie donc l'Italie à l'Espagne et de la voie d'Aquitaine qui va vers Bordeaux et vers la côte atlantique. Les textes antiques évoquent un carrefour par lequel arrivent en Gaule de nouveaux produits comme l'huile d'olive, les sauces de poisson, les épices. Mais aussi de luxueux matériaux de construction comme le porphyre d'Égypte ou les marbres de Grèce, destinés à orner certains édifices prestigieux. Les voyageurs en Gaule sont pour une grande part des commerçants, à la fois sur les fleuves, à la fois sur les routes, plutôt du sud au nord, parce que le grand flux commercial, c'est un flux qui remonte de la Méditerranée, qui vient en fait de l'Empire, qui remonte de la Méditerranée et qui vient irriguer les territoires septentrionaux de la Gaule. Pour faire face à cet afflux de marchandises, à Narbonne, les hommes de l'Antiquité ont édifié cette construction colossale. 2 digues qui s'avancent très loin dans la lagune. Elles canalisent l'embouchure de l'Aude et protègent les bateaux qui y déchargent et chargent les marchandises. C'est donc au beau milieu des eaux qu'il a fallu bâtir ces quais dans des conditions très difficiles. Et voici comment. Les constructeurs gallo-romains ont d'abord fabriqué une structure de bois
grâce à cette ingénieuse machine, appelée la sonnette à tiraude. Elle permet d'enfoncer profondément les pieux dans la vase. Ils ont ensuite rempli ces fondations à l'aide de gros blocs de pierre apportés sur des barges. Ils ont ainsi bâti, mètre après mètre, des digues qui mesuraient plusieurs kilomètres de long. Et les vestiges de cette ambitieuse construction, les voici. Un ouvrage imposant que les archéologues redécouvrent aujourd'hui avec admiration. Donc on imagine des bateaux qui accostent, des marchandises qui circulent, qui sont déchargées, chargées. Il y avait vraiment une grosse activité ici. Il y a une très grosse activité. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bateaux et tout un cheminement. C'est-à-dire que vous avez des bateaux qui arrivent de la mer, vous avez des bateaux qui descendent le fleuve. Et ici, il y a des échanges. C'est-à-dire qu'on va décharger certaines marchandises, d'autres vont repartir sur des bateaux à fond plat qui peuvent remonter beaucoup plus haut, puis d'autres vont partir vers la Méditerranée. Donc on a tout un trafic avec, à certains endroits, sur l'autre chaussée, on a trouvé également des entrepôts. On voit que c'était vraiment d'une construction solide, qui était faite pour durer. Effectivement, on est au milieu de l'eau, le fleuve contre la lagune. Le fleuve, c'est un fleuve impétueux, donc vous imaginez des crues, des tempêtes et des réflexions constantes. Sur cette digue, les archéologues ont découvert des blocs de pierre que les habitants de Narbonne ont dû récupérer sur les plus beaux édifices de leur ville. Et ils ont même été encore plus loin. Alors, où est-ce que vous m'emmenez, Corinne? Je vais vous amener voir un bateau. Un bateau? Un bateau qui a encore... On est sur un port en même temps. On est sur un port, donc logique. Effectivement, nous avons eu le plaisir de découvrir ce bateau avec en plus une partie de sa cargaison, puisque vous voyez ici toutes les amphores qui sont encore écrasées en place. Ah oui, effectivement, là on voit bien la structure du bateau. On voit bien la structure de bateau, le bois qui est parfaitement conservé, puisque c'est resté en zone humide. Donc vous voyez ici les différentes membrures et le plancher de cale sur lequel sont posés les amphores. Et alors comment ce bateau s'est retrouvé ici? Parce que si je ne me trompe pas, on est sous la digue, enfin on est dans la digue. On est exactement dans la digue. On a une tempête ou une grosse crue qui arrache une partie de la digue et ils sont obligés de la réparer. Et le bateau qui devait être à côté a aussi souffert et il l'utilise finalement pour réparer très rapidement cette digue. Donc il coule le bateau et dessus il le charge de blocs pour pouvoir effectivement le maintenir sous l'eau et ensuite reconstruire dessus et rehausser cette digue. Là, effectivement, on voit une multitude d'amphores. Elles étaient remplies encore de leurs marchandises. Oui, tout à fait. C'est vraiment un instantané du commerce maritime. Parce qu'on voit ici une association d'amphores qui est typique en fait, du sud de l'Espagne, puisqu'on retrouve des amphores qui viennent d'Andalousie, qu'on appelle des amphores de Bétique, qui sont des amphores à huile. On a également des amphores de Lusitanie, qui est actuellement le Portugal. Donc là, ce sont plutôt des amphores pour les sauces de poisson. Et on a également des amphores africaines. C'est passionnant parce que ce sont effectivement des marchandises qui circulent, mais ce sont aussi des hommes, des idées et effectivement la culture également. Ainsi, que ce soit par voie de mer ou par voie de terre, de nouvelles idées pénètrent en Gaule, comme la loi écrite, la République ou la citoyenneté. L'Empire permet l'émergence de nouveaux cultes, dont le judaïsme et le christianisme, qui se développent quelques siècles plus tard. Grâce à ces moyens de communication, Rome a atteint son objectif, faire de la Gaule une province de l'Empire. Le gallo-romain, s'il veut afficher, entre guillemets, sa modernité romaine, il va bien être obligé d'utiliser et d'adopter toute une série de nouveaux modes de vie. On vient véritablement se positionner comme romain et non plus comme gaulois, tel qu'on pouvait l'être quelques générations plus tôt, puisque tout ça, évidemment, s'est fait avec plus ou moins de temps, selon les conditions sociales et selon, bien évidemment, les populations. Que ce soit par les routes, par les fleuves ou par la mer, les Romains voulaient rapprocher la Gaule de Rome. Les informations, les modes et les marchandises se sont ainsi diffusées rapidement, favorisant la romanisation des populations. Un vaste réseau d'échanges et de communication est ainsi né, dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers.